La rivière Sahel, un symbole de vie et de pouvoir, s'est soudainement arrêtée. Pour la première fois depuis des siècles, l'Afrique a pris une décision audacieuse. Couper l'eau contrôlée par les puissances étrangères. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a osé briser le contrat colonial, fermant les vannes du fleuve. En un clin d'œil, la situation a basculé. Le monde occidental a réagi avec stupeur et inquiétude, tandis qu'à Ouagadougou, la population accueillait cette action comme un acte de libération. Mais ce n'était que le début. Qu'est-ce que cette rupture signifie pour l'Afrique et pour l'avenir du Sahel ? Ibrahim Traoré a décidé de rompre avec des décennies de domination étrangère sur les ressources vitales du Burkina Faso. En fermant les vannes de la rivière Sahel, il ne s'agissait pas seulement d'une décision économique, mais d'un acte de souveraineté nationale. Ce geste audacieux a provoqué des réactions internationales immédiates. L'Occident, choqué, a dénoncé l'acte comme un sabotage, une menace pour la stabilité régionale. Mais pour le peuple burkinabé, c'était bien plus qu'une simple politique de gestion de l'eau. C'était un signe de résistance contre un héritage colonial toujours présent. À Ouagadougou, l'excitation était palpable, mais une question persistait. Quel impact cette décision aurait-elle sur l'avenir économique et géopolitique de la région ? Traoré savait que la bataille ne se limiterait pas aux ressources naturelles, mais qu'elle toucherait au fondement même de l'indépendance de son pays. La guerre de l'eau venait de commencer, et elle aurait des conséquences mondiales. De ce point 2025, le Burkina Faso a pris une décision historique. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le pays a suspendu tous les contrats de gestion de l'eau avec des entreprises étrangères, prenant ainsi un contrôle total sur la rivière Sahel. Cette rivière, jadis gérée par des sociétés européennes, est désormais sous le contrôle de l'État burkinabé. En quelques heures, l'Afrique de l'Ouest s'est retrouvée en état de choc, mais les Burkinabés célébraient. L'Afrique, autrefois sous le joug des puissances coloniales, avait enfin pris son destin en main. Cependant, ce geste radical ne s'est pas fait sans risque. À l'échelle mondiale, les conséquences se faisaient déjà sentir. Les agences humanitaires se sont alarmées, prédisant une crise majeure, tandis que les marchés financiers réagissaient au gel des investissements étrangers. Mais ce que le monde ne savait pas encore, c'est que cette décision marquait la fin d'une époque, celle de la soumission des ressources africaines aux intérêts étrangers. Pour Traoré, il s'agissait bien plus que de gérer un fleuve. Il s'agissait de récupérer une souveraineté perdue depuis des siècles. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, n'était pas simplement un homme politique. Il incarnait la lutte pour la souveraineté africaine. Lorsqu'il décida de fermer les vannes de la rivière Sahel, il savait que cela irait bien au-delà d'un simple conflit économique. Traoré avait hérité d'un héritage colonial lourd, où les ressources vitales de son pays étaient contrôlées par des puissances étrangères. Mais ce jour-là, il ne s'agissait pas seulement de la gestion de l'eau, mais d'une déclaration claire contre l'exploitation historique du continent africain. Ce geste a d'abord été perçu comme une provocation, mais les premiers signes de soutien ont rapidement émergé au sein du peuple burkinabé. La population, qui avait souffert de décennies de domination étrangère, se sentait enfin entendue. Les marchés, les écoles et même les communautés rurales se sont unis pour soutenir la décision de leur président. Cependant, la scène internationale ne tarderait pas à réagir. Les gouvernements occidentaux ont immédiatement exprimé leurs inquiétudes, affirmant que cette décision déstabiliserait la région. La pression s'intensifia, mais Traoré, avec un calme inébranlable, persista. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas seulement pour son pays, mais pour un changement de paradigme dans la relation entre l'Afrique et le reste du monde. La véritable bataille venait de commencer, et elle porterait ses fruits dans les mois à venir. Le geste audacieux d'Ibrahim Traoré a déclenché une réaction en chaîne qui allait bouleverser toute la région du Sahel. Après la fermeture des vannes de la rivière Sahel, le Burkina Faso a immédiatement pris des mesures pour renforcer son contrôle sur toutes les infrastructures liées à l'eau. Les ingénieurs, les soldats et les civils ont été déployés pour inspecter chaque barrage et chaque pompe, garantissant que les ressources en eau seraient désormais gérées exclusivement par l'État. Ce n'était pas simplement une question de contrôle matériel, mais un acte symbolique de récupération de la souveraineté nationale. Mais à mesure que ces événements se déroulaient, les répercussions internationales devenaient de plus en plus
Dodo devenait de plus en plus évidente. L'Europe a immédiatement exprimé sa consternation, qualifiant la décision de sabotage et de menace pour la stabilité régionale. Les responsables européens ont averti que cette mesure pourrait entraîner des sanctions économiques, ce qui a conduit à une fuite en avant dans les capitales occidentales. Le Fonds monétaire international a gelé un prêt de ce point de dollar destiné à la modernisation des infrastructures hydrauliques du pays, exacerbant les tensions. Au même moment, des voix au sein de la communauté internationale ont prédit une catastrophe économique dans les semaines à venir. Cependant, au Burkina Faso, la réaction a été radicalement différente. À Ouagadougou, la population, loin de craindre une crise, a applaudi la décision de leur président. Les rues étaient remplies de citoyens qui manifestaient leur soutien. Le sentiment général était que l'Afrique n'était plus simplement le terrain de jeu des puissances étrangères, mais qu'elle devenait enfin maîtresse de son destin. Pourtant, alors que les tensions montaient, la situation restait tendue, et le président Traoré savait que des défis importants l'attendaient sur le plan diplomatique et économique. Mais ce qui était sûr, c'est que cette décision allait redéfinir les relations entre l'Afrique et l'Occident pour les années à venir. Les décisions d'Ibrahim Traoré ont été soutenues par des preuves solides qui ont renforcé son argument selon lequel la gestion de l'eau, une ressource stratégique, était d'abord et avant tout une question de souveraineté nationale. Lors de l'examen des documents historiques et des contrats signés sous la domination coloniale, il a découvert que l'ensemble du système hydrologique du Burkina Faso, y compris les données météorologiques essentielles, était contrôlé par des entités étrangères. Ces révélations ont été rendues publiques et ont choqué une partie de la population et du monde extérieur. En effet, des documents datés de ce point révélaient qu'une société européenne détenait les brevets des technologies d'irrigation utilisées pour la gestion de la rivière Sahel. Cette société, située en Suisse, avait un pouvoir quasi absolu sur l'approvisionnement en eau dans la région. Pire encore, l'analyse des contrats a montré que l'entreprise étrangère avait des liens directs avec des entités gouvernementales qui géraient les données sensibles de la rivière à partir de satellites, rendant le Burkina Faso complètement dépendant de l'extérieur pour gérer une ressource fondamentale. Ces découvertes ont mis en lumière l'ampleur de la domination étrangère, avec des contrôles discrets mais puissants qui allaient au-delà des simples ressources physiques. Un rapport publié par des experts en hydrologie a révélé qu'en 2020, les entreprises étrangères avaient collecté plus de 15% des recettes générées par les contrats d'eau, tout en laissant le pays dans une situation précaire où l'accès à l'eau pour ses citoyens restait limité et conditionné par des accords extérieurs. Ce n'est que après l'accès à ces documents que Traoré a pu comprendre l'étendue de l'exploitation. Cette prise de conscience a joué un rôle crucial dans sa décision de rompre avec ces accords et de réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso. Ces révélations ont eu un impact considérable sur la scène politique et ont permis de galvaniser le soutien à la politique du président, notamment au sein des jeunes et des populations rurales qui se sentaient historiquement lésées par l'influence étrangère. Ce n'était plus seulement une question d'eau, mais de dignité et de droit à la gestion des ressources naturelles du pays. La réaction internationale à la décision de Ibrahim Traoré de fermer les vannes de la rivière Sahel a été intense et immédiate. D'un côté, les défenseurs du président ont argué que cette décision était nécessaire pour restaurer la souveraineté du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Ils ont souligné que la gestion des ressources naturelles, telles que l'eau, devait appartenir aux peuples locaux, et non à des entités étrangères qui en tiraient profit sans réinvestir dans le pays. Traoré, selon ses partisans, agissait dans l'intérêt supérieur du Burkina Faso, en mettant fin à des contrats qui ne bénéficiaient qu'aux puissances coloniales et aux grandes entreprises internationales. Pour eux, cette action représentait un tournant historique, un rejet de la dépendance et un appel à la justice économique et sociale pour les citoyens burkinabés. En outre, il faisait valoir que cette décision ouvrirait la voie à d'autres nations africaines, leur permettant de revendiquer un contrôle similaire sur leurs propres ressources naturelles. D'un autre côté, les critiques ont rapidement émergé, tant au sein de la communauté internationale qu'auprès des acteurs économiques. Les États-Unis, l'Union européenne et le FMI
ont tous exprimé leurs inquiétudes face à ce qui semblait être une politique autarcique risquée. Selon eux, la fermeture des vannes de la rivière Sahel risquait de déstabiliser toute la région, en particulier en exacerbant les pénuries d'eau et en créant des tensions géopolitiques. De plus, certains experts affirmaient que cette mesure risquait de nuire à l'économie du Burkina Faso à long terme, car l'aide internationale, qui était un moteur important pour le pays, pourrait se tarir. Les entreprises européennes, qui contrôlaient jusque-là une grande partie du système d'irrigation et de distribution d'eau, se sont rapidement retirées, menaçant de suspendre leurs investissements et de réévaluer leur partenariat avec le gouvernement burkinabé. Malgré ces critiques, Traoré a maintenu sa position, affirmant que l'Afrique ne pouvait plus être à la merci des puissances étrangères pour la gestion de ses ressources vitales. Cette bataille n'était pas seulement une question d'eau, mais un affrontement sur le droit des nations africaines à contrôler leur avenir. Il a défendu l'idée que la politique menée par son gouvernement ouvrait la voie à une Afrique plus unie et plus indépendante, capable de définir ses propres priorités et de refuser les dictats des puissances étrangères. Ce qui était certain, c'est que cette décision allait marquer un tournant dans les relations internationales et la géopolitique de la région. Le ce point 2025, Ibrahim Traoré annonça un tournant stratégique, la création d'une nouvelle autorité fluviale placée sous contrôle national pour gérer l'intégralité des ressources en eau du Burkina Faso. En une seule déclaration, il inversa des décennies de gestion coloniale et étrangère des ressources hydrauliques du pays. Cette décision marqua non seulement un bouleversement dans la gestion des infrastructures, mais également une refonte totale de la politique intérieure et extérieure du pays. Ce qui était vu comme une crise internationale pour certains devint pour les Burkinabés un acte de libération. Les observateurs étrangers qualifièrent ce mouvement de risqué et de symbolique. Cependant, à l'intérieur du pays, les manifestants affirmaient que la véritable révolution était en marche. Pour eux, ce n'était pas simplement une question de contrôle des ressources naturelles, mais une question de justice sociale et d'indépendance nationale. Le pays, autrefois divisé par les forces extérieures, se retrouvait unifié derrière une seule cause. Pour beaucoup, le combat pour l'eau était devenu une métaphore de la lutte pour la souveraineté, un message d'espoir non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. Les conséquences immédiates de la décision d'Ibrahim Traoré de reprendre le contrôle de la rivière Sahel furent rapides et profondes. Au niveau national, l'impact était palpable. Les Burkinabés, qui avaient été longtemps marginalisés par l'exploitation étrangère de leurs ressources naturelles, se sentaient enfin responsables de leur destin. À Ouagadougou et dans d'autres villes, les rues se remplissaient de manifestants et de citoyens célébrant la souveraineté retrouvée. Le gouvernement annonça des programmes d'infrastructures locaux pour remplacer les systèmes contrôlés par les entreprises étrangères et des centaines de travailleurs furent déployés pour garantir la gestion autonome des ressources en eau. À l'échelle régionale, l'impact de cette décision était également significatif. Le Burkina Faso se retrouva au centre de l'attention internationale. Les voisins de la région Sahel, comprenant le Mali, le Niger et d'autres pays du continent, observaient attentivement. Pour certains, la fermeture des vannes du Sahel représentait un acte de courage et d'indépendance, un défi lancé à l'influence coloniale et néocoloniale encore présente. Certains dirigeants africains exprimèrent leur soutien à Traoré, considérant sa démarche comme un modèle pour d'autres nations du continent. Toutefois, pour d'autres, cela ouvrait la voie à une instabilité économique et politique dans la région. L'Union européenne et les États-Unis, déjà inquiets, redoublèrent de pression, invoquant des sanctions économiques et des avertissements sur la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Les entreprises européennes, qui avaient contrôlé le système d'irrigation du Sahel pendant des décennies, commencèrent à se retirer. En réponse, les autorités burkinabées établirent de nouvelles alliances avec des entreprises africaines et internationales pour reconstruire les infrastructures locales, mais ce processus s'avéra long et difficile. L'économie du pays se retrouva sous pression, avec des sanctions économiques en cours de mise en place par les organisations internationales. Cependant, le gouvernement burkinabé maintint sa position, affirmant que le coût immédiat de l'indépendance serait compensé à long terme par la maîtrise des ressources et une gestion locale plus équitable. Sur le plan mondial, les médias internationaux
continuèrent à dépeindre la situation comme une crise. Les chaînes de télévision et les agences de presse diffusèrent des images de pénurie d'eau et des protestations à l'intérieur du pays. Les analystes prédisaient un effondrement économique pour le Burkina Faso, mais à l'intérieur de ses frontières, les citoyens restaient fidèles à leur président, convaincus que cette décision marquerait le début d'une nouvelle ère d'indépendance pour l'Afrique. Dans les mois qui ont suivi la décision de fermer les vannes de la rivière Sahel, plusieurs scénarios ont émergé pour le Burkina Faso. Le pays se trouvait à un carrefour crucial et les choix faits à ce moment précis allaient déterminer son avenir à court et à long terme. Voici 3 scénarios possibles qui se sont dessinés pour l'avenir immédiat du pays. Scénario de base, stabilisation et indépendance accrue. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à surmonter les défis économiques et diplomatiques initiaux grâce à des réformes internes et à des partenariats renforcés avec d'autres nations africaines. Après une période de tension économique due à la suspension des investissements étrangers, le pays trouve de nouvelles voies de financement à travers des initiatives panafricaines et des investissements locaux. L'infrastructure hydrique est progressivement remise en état et les Burkinabés commencent à récolter les fruits de leur indépendance retrouvée. La situation géopolitique de la région reste tendue, mais le Burkina Faso réussit à naviguer dans cette dynamique, renforçant son rôle de leader dans la région du Sahel. Scénario optimiste, croissance régionale et intégration africaine. Dans ce scénario, la décision d'Ibrahim Traoré devient le catalyseur d'une nouvelle ère de coopération et d'intégration entre les nations africaines. D'autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, inspirés par le courage du Burkina Faso, prennent des mesures similaires pour reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. L'Afrique de l'Ouest se voit alors renforcée dans son autonomie, et les nations africaines commencent à développer des solutions collectives pour gérer leurs ressources en eau et en énergie. L'Union africaine joue un rôle clé dans la médiation et l'accompagnement de cette transition, et des investissements régionaux permettent au Burkina Faso de prospérer dans un cadre plus indépendant. À long terme, cette dynamique de collaboration régionale stimule une croissance économique durable et une paix relative dans la région. Scénario pessimiste, conflit régional et sanctions économiques. Le scénario pessimiste prévoit que la fermeture des vannes du Sahel entraîne une escalade des tensions dans la région. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis s'intensifient, provoquant un isolement international du Burkina Faso. La pression sur l'économie nationale devient insupportable et des pénuries de biens essentiels, notamment de carburant et de nourriture, surviennent. La situation géopolitique se détériore avec des acteurs extérieurs qui soutiennent des forces d'opposition à Traoré, cherchant à déstabiliser le gouvernement. Le pays sombre dans un état de crise prolongée et les efforts pour maintenir l'indépendance deviennent de plus en plus coûteux. Toutefois, même dans ce scénario sombre, l'engagement du peuple burkinabé reste fort et les voix en faveur d'une Afrique autonome ne cessent de croître. Les événements qui se déroulent au Burkina Faso ne se limitent pas à une simple histoire de politique nationale ou de contrôle des ressources naturelles. Ce qu'Ibrahim Traoré a accompli résonne bien au-delà des frontières du pays. Il incarne la lutte contre une histoire de domination coloniale et l'aspiration d'un peuple à retrouver sa dignité et son indépendance. Pour les citoyens du Burkina Faso, ce n'est pas seulement une question de fleuve ou de ressources, c'est une question de fierté nationale. Pour eux, chaque goutte d'eau qui coule sur les rives du Sahel est un symbole de liberté retrouvée, de résistance à l'oppression extérieure. À travers l'Afrique, les actions de Traoré inspirent des discussions sur la manière dont le continent peut reprendre le contrôle de ses ressources et de son avenir. Des jeunes, des universitaires, des activistes et des politiciens dans de nombreuses nations africaines suivent de près l'évolution de la situation au Burkina Faso. Certains saluent ce geste comme une étape fondamentale vers l'unité continentale et l'indépendance réelle des anciennes puissances coloniales. D'autres, plus prudents, se demandent si ce changement radical est soutenable à long terme, surtout face à la pression économique et diplomatique.
Le président burkinabé n'est pas seulement vu comme un leader politique, mais comme un symbole de courage face à un système mondial qui a longtemps opprimé les nations africaines. L'espoir de nombreux Africains repose désormais sur la capacité du Burkina Faso à surmonter les obstacles économiques et politiques qui suivront. Ce qui est certain, c'est que ce qui se passe à Ouagadougou pourrait bien inspirer une génération entière de jeunes leaders africains à croire qu'un avenir plus juste et plus indépendant est possible. Après la prise de contrôle de la rivière Sahel, le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. Bien que le pays ait montré sa volonté de reprendre son indépendance, la route vers une gestion autonome et durable des ressources naturelles est semée d'embûches. Pour assurer le succès de cette initiative audacieuse, plusieurs étapes doivent être franchies. Ce point des infrastructures locales. La première priorité pour le gouvernement burkinabé est de rétablir et de moderniser les infrastructures hydrauliques du pays. Cela inclut la reconstruction des barrages, des canaux d'irrigation et des stations de pompage. Le gouvernement devra s'associer à des entreprises locales et africaines pour éviter la dépendance à l'égard des sociétés étrangères. Des ingénieurs, des techniciens et des experts en gestion de l'eau devront être formés à l'échelle nationale, créant ainsi une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir la gestion des ressources en eau. 2. Développement d'une gouvernance régionale de l'eau. Une autre étape essentielle dans ce processus sera la création d'une gouvernance régionale de l'eau. Le Burkina Faso devrait proposer un modèle de coopération régionale qui pourrait être étendu à d'autres pays du Sahel. L'idée serait de créer un cadre commun pour la gestion de l'eau qui tienne compte des besoins des différents pays, tout en assurant la préservation de cette ressource vitale pour l'ensemble de la région. Se pointe aux populations locales et diversification de l'économie. Une fois que les infrastructures seront stabilisées, il sera crucial de soutenir les communautés locales en leur fournissant un accès équitable à l'eau, mais aussi en développant des solutions alternatives pour la gestion des ressources. Le gouvernement devra promouvoir des projets d'agriculture durable, des technologies de purification de l'eau à petite échelle et des programmes éducatifs pour sensibiliser la population à la conservation de l'eau. Parallèlement, le pays devra diversifier son économie pour ne plus dépendre uniquement des ressources naturelles en stimulant l'industrie, le tourisme et l'agriculture durable. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourra non seulement sécuriser son avenir en matière de gestion de l'eau, mais aussi renforcer son indépendance économique et politique, devenant un modèle pour d'autres nations africaines. Ibrahim Traoré n'a pas seulement réclamé la gestion des ressources du Burkina Faso, il a redonné au peuple burkinabé une partie de son âme, son identité et son histoire. En fermant les vannes de la rivière Sahel, il a rompu avec des siècles de domination étrangère, et dans ce geste, il a ravivé un feu longtemps éteint, celui de la souveraineté africaine. Ce n'était pas seulement un acte politique, mais un acte de foi en l'avenir du continent. Pour la première fois depuis l'indépendance, le peuple burkinabé voyait son leader prendre une décision audacieuse, non pour des bénéfices à court terme, mais pour une liberté véritable loin des chaînes du passé colonial. La rivière, qui a longtemps symbolisé le contrôle extérieur, est devenue le symbole de la renaissance du Burkina Faso. Ce geste a dépassé le cadre du pays et résonne à travers l'Afrique. Les Burkinabés, fiers de leur nation et de son président, regardent désormais l'avenir avec espoir. Leur lutte n'est plus seulement pour l'eau, mais pour leur droit à l'autodétermination. Ibrahim Traoré, par sa vision et sa détermination, a écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique, une page que beaucoup espèrent voir suivie par d'autres nations sur le continent. Alors que le Burkina Faso prend son destin en main, il est important de réfléchir à ce que cela signifie pour nous tous. Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié l'ordre établi pour son pays, mais a lancé un appel à toute l'Afrique et même au monde. C'est un moment où nous devons nous interroger sur la véritable indépendance et la manière dont nous gérons nos ressources. Est-il possible de briser les chaînes de l'exploitation et de bâtir un avenir plus équitable pour les générations futures ? Le courage de Traoré et du peuple burkinabé doit inspirer tous ceux qui croient en un monde plus juste. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons soutenir les efforts pour l'autodétermination, la souveraineté et l'unité. L'Afrique peut et doit être maître de son destin, sans être contrainte par des intérêts extérieurs. Si vous croyez en ce changement et en cette renaissance, partagez cette histoire, soyez aux côtés de ceux qui se lèvent non pas pour la richesse, mais pour la liberté.
Ensemble, nous pouvons participer à la construction d'un avenir où chaque nation, chaque peuple, aura la possibilité de prendre le contrôle de son avenir.